Entre 1937 et 1939, les caméras allemandes filment la métamorphose d'Hitler, de chef politique à stratège militaire. Dans ces archives, chacun parle librement puisque ces films sont muets. Personne n'imagine que l'on pourrait décrypter ce qui se dit. L'intelligence artificielle fait d'immenses progrès. Mais grâce aux spécialistes de la lecture sur les lèvres, ces images parlent pour la première fois. Grâce à ces révélations historiques, nous sommes au cœur de la machine nazie. Warum sollte ausgerechnet hier ein Risiko bestehen? Ist es so schwer, einen guten Plan umzusetzen? Sie sollten wenigstens das richtig anpacken. Sie befehligen die Truppe, tun Sie Ihr Bestes. Nous allons découvrir sous un nouveau jour les préparatifs de la guerre. Ich denke, für mich ist das klar. Eine große militärische Truppenstärke erfordert eben große Mittel. Ein herrliches Wetter so wie heute heitert mich immer auf. Les premières conquêtes territoriales. Hier wollen wir mit Geschossen bombardieren. Und da auch, weiter hinten. Ah, das ist gut. Ja. Depuis plusieurs mois déjà, Hitler fait savoir à Mussolini qu'il souhaite le recevoir. Le dictateur italien qui parle l'allemand accepte. Lorsqu'intervient cette première visite du Duce en Allemagne en septembre 1937, le rapprochement entre les deux dictatures a déjà commencé depuis quelques mois. Grande parade militaire, Hitler veut séduire Mussolini pour en faire un allié de l'Allemagne. Ich habe die ganze Macht, ich mach, was ich will. Macht, das ist, möglichst frei zu herrschen und zu allem das letzte Wort zu haben. Hitler, dans la première partie du Troisième Reich, tient à se rapprocher de Mussolini. Mais rappelez-vous, l'Italie est toujours alliée avec la Grande-Bretagne et la France, qui contrôlent le traité de Versailles. Il n'est donc pas facile pour Mussolini d'abandonner ses alliés traditionnels pour se ranger du côté d'Hitler. Ces manœuvres sont l'occasion de réaffirmer l'opposition au traité de Versailles. Eine Entschuldigung reicht nicht. Ich will kein Diktat mehr. Wir müssen es loswerden. Eine Sauerei ist das. Ce que l'on entend très bien dans ces documents, c'est que l'Italie et l'Allemagne, qui n'étaient pas du tout faites pour s'entendre, se retrouvent sur l'idée du diktat. L'Allemagne est victime, dit-elle, d'un diktat depuis Versailles en 1919, et l'Italie, qui n'était pas contente de la manière dont la paix de Versailles s'était faite, qui se retrouve là-dessus, sur une opposition à la communauté internationale. Après la Bavière, Mussolini est invité à suivre des exercices de la marine allemande en mer Baltique. Ich bin hier der Anführer. Ich freue mich, Ihnen dieses Schauspiel bieten zu können. Wie gefällt Ihnen diese Binnenfahrt? Mussolini reste un grand personnage, même s'il a pris de l'âge et qu'il n'est plus très à jour en tant que dictateur. Mussolini n'est plus considéré comme moderne. C'est nous qui sommes modernes. Les Allemands, le peuple allemand, l'économie allemande, l'armée de l'air allemande. Ce qui est essentiel, c'est qu'il faut amener Mussolini du côté allemand. On lui montre des manœuvres, des aéroports, des aérodromes bourrés d'avions, des forces navales en train de se constituer. C'est une démonstration de force gigantesque qui fait que Mussolini se dit, ben voilà, il faut miser sur Hitler. Donc c'est une opération de communication parfaitement réussie et Mussolini, qui est très impressionnable à partir de ce moment-là, va accepter tout ce que lui propose Hitler pratiquement.
L'autre joker séduction d'Hitler, c'est Hermann Göring. Il est commandant en chef de l'armée de l'air et le ministre de l'aviation. Le Reichsmarschall Göring est le plus haut gradé de l'armée allemande. La rencontre a pour cadre Karinhal, la somptueuse demeure de Göring au nord de Berlin. Bitte sehr, Herr Mussolini. Das ist ein Geschenk für Sie. Ich habe die ganze Macht, ich mache, was ich will. Ich verstehe. Wir werden demnächst aussagen, dass unsere Länder stark verbunden sind in Freundschaft und gegenseitigem Einvernehmen. Göring va l'emmener dans sa propriété, donc où il sera reçu là aussi dans un cadre qui est susceptible de séduire Mussolini, à la fois rustique, mais en même temps avec une révérence qui est donnée au folklore, aux traditions, dont la façon notamment dont les serviteurs sont vêtus. Donc il y a à l'évidence la volonté de donner un peu de chaleur à ce voyage, et ça a pu contribuer au réchauffement des relations entre les deux hommes. Göring, c'est la face souriante du Reich. Pour la propagande, c'est ce qui se fait de mieux. On ne peut pas envoyer des gens qui font des têtes de 6 pieds de long, comme Goebbels ou même comme Ribbentrop, qui sont souvent en plus des gaffeurs. C'est pas possible. Mussolini et Göring s'entendent bien, en effet. Mussolini est invité à Karinhal et il voit que Göring a des petits lions. D'un point de vue diplomatique, ces lions jouent un rôle très important, car pouvoir jouer avec ces félins est génial. Démonstration de la puissance militaire. Diplomatie des lions avec Göring. La visite de Benito Mussolini s'achève par une réception triomphale à Berlin. Des millions d'Allemands ont été invités à venir acclamer le Duce le long de son parcours parsemé de fleurs, de drapeaux et de décorations. En se plaçant sur le terrain du dictateur italien à l'ego démesuré, le pacte entre les deux pays sera signé 2 ans plus tard en 1939. Il y a un jeu en fait entre les deux. Au-delà de ça, Mussolini, en surjouant le mâle alpha, le mâle dominateur, crée un rapport de force et met Hitler mal à l'aise. Et Hitler, lui aussi, entre dans ce jeu-là en répondant non pas sur le terrain des relations hommes-femmes ou des relations sexuelles, ou de la conquête féminine. Macht, das ist, möglichst frei zu herrschen und zu allem das letzte Wort zu haben. Mais sur la théorisation du pouvoir, et lui-même joue au mâle alpha, au mâle dominant, en disant que pour lui, le pouvoir, c'est la domination brute et absolue. Ja, bis bald. Dieser Besuch hat mich sehr gefreut. Maintenant que l'alliance avec Mussolini prend forme, Hitler déploie aussi ses ambitions en Allemagne, où le projet de société nazie doit façonner un homme nouveau. Hitler est obsédé par la création artistique. Maintenant qu'il est au pouvoir, l'art doit aider à la création d'une race nouvelle. Selon Hitler et ses idéologues, une race se distingue des autres par son excellence. Et cette excellence est prouvée par ses créations. La création d'une civilisation, la création d'un art. Wenn Leute sehen, dass ich Kunst unterstütze, dann tun sie das auch. Und aus diesem Grund habe ich so viele Kunstwerke gekauft. Einige davon sind hier ausgestellt. All diese Werke sind dazu bestimmt, Eigentum des deutschen Volkes zu werden. Ich bin lediglich ein Museumskurator. Hitler accorde une grande importance aux arts, parce que lui-même a peint, parce qu'il a toujours toute sa vie rêvé d'être architecte. Il va continuer d'ailleurs à faire des travaux d'architecture. Il a un certain nombre d'architectes autour de lui qu'il aime beaucoup et avec qui il travaille beaucoup. Il y a le professeur Fick, il y a Albert Speer, qui est celui qu'il préfère. Donc quand les nazis arrivent au pouvoir en 1933, ils veulent rompre avec la production artistique telle qu'elle s'était distinguée sous Weimar, qu'ils estiment être une production dégénérée, le fameux art dégénéré, qui veut dire littéralement un art déchu biologiquement, un art déchu de sa race. La dégénérescence, c'est véritablement ça. Par opposition à ça, ils promeuvent un art représentatif, très classique en peinture, et un art néo-antique, néoclassique en sculpture et en architecture. Ce projet artistique et idéologique est un projet de société totale. Pour cela,
le peuple allemand doit découvrir l'art officiel du national-socialisme. C'est pour cette raison que débutent à l'été 1937 les grandes fêtes de l'art allemand à Munich. Sehr schön. Alles voll mit Menschen. Das ist großartig. Das ist sehr gut organisiert. Für uns ein voller Erfolg. Das ist ein sehr schönes Fest. Das ist auf jeden Fall ein voller Erfolg. Et pour montrer à l'Allemagne et au monde cette nouvelle production artistique, dès 1933, des expositions de l'art allemand sont organisées à Munich. Un musée est créé, la Maison de l'art allemand, qui existe toujours d'ailleurs, hein, et qui est toujours un musée. Hitler va inaugurer tous les ans, dès qu'il le pourra, l'exposition vente des œuvres, c'est-à-dire que la majeure partie des œuvres des artistes qui sont homologués et accrédités par le parti et qui ont la faveur d'Hitler vont venir exposer. Hitler va beaucoup acheter de toiles là-bas, certaines pour les offrir, beaucoup pour les garder. Et ces fêtes de l'art allemand, donc, avec des défilés de chars, avec des processions, tout cela est organisé chaque année. C'est un moment très important où tous les dignitaires du régime sont là. En parallèle de cet événement dont les images filmées par la propagande nazie sont destinées au public allemand, se joue une bataille politique. Derrière la façade des images, les échanges entre Constantin von Neurath, le ministre des Affaires étrangères d'Hitler depuis 1933, et son épouse révèlent une crise interne au sommet de l'État. Le ministre laisse entendre une certaine peur. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich früher gehen soll. Später, wenn wir zu früh gehen, werden die Leute über uns reden. Ja, Marie, ich überlege gerade, wo und wie. Des gens comme von Neurath sont un peu sceptiques sur une Allemagne prête à s'engager dans une politique étrangère qui serait perçue comme agressive par l'Occident et les démocraties, la Grande-Bretagne et la France. En fait, von Neurath n'est plus en odeur de sainteté auprès d'Hitler. Son intuition ou ses informations sont confirmées quelques mois plus tard. En février 1938, Hitler le remplace au pied levé par l'un de ses plus fidèles soutiens. Joachim von Ribbentrop le suit dans tous ses déplacements. Ribbentrop est un des plus vieux soutiens d'Hitler. Autrement dit, c'est quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde qu'Hitler au niveau idéologique. Ribbentrop, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus engagé idéologiquement pour la cause nazie que ne l'avait été von Neurath. Puisqu'Hitler veut être tenu au courant des moindres détails, Ribbentrop doit être présent régulièrement pour discuter des détails avec Hitler. Warum sollte ausgerechnet hier ein Risiko bestehen? Ist es so schwer, einen guten Plan umzusetzen? Sie sollten wenigstens das richtig anpacken. Sie befehligen die Truppe, tun Sie Ihr Bestes. Dans les années 30, l'un après l'autre, les conservateurs sont remplacés par les gens qui sont beaucoup plus idéologiquement engagés pour la cause d'Hitler. Et Ribbentrop en est un exemple frappant. À certains égards, le ministre des Affaires étrangères est quelqu'un qui reçoit des ordres directement d'Hitler afin de mettre en œuvre la vision de politique étrangère qu'il a. Treffpunkt ist 5:30 Uhr. Ja, da bin ich schon da. Ja, wenn Sie möchten, werde ich mich darum kümmern. Ja, das möchte ich. Après l'art allemand et une nouvelle garde plus fidèle, Hitler veut un grand projet qui montre clairement qu'il investit dans l'avenir et la construction de l'Allemagne. Les nazis ont un objectif de modernisation industrielle, technologique et de développement d'une société de consommation avancée à l'image des États-Unis. Et dans ce projet-là, la motorisation de l'Allemagne fait figure d'objectif premier. Pour le démontrer, Hitler fréquente les grandes foires automobiles de Berlin. Hi. Guten Tag. Sieg heil. Non, là, il s'agit véritablement de promouvoir l'image d'une Allemagne moderne technologiquement, entrer dans la société de consommation, et ça passe par la mobilité personnelle et par l'automobile. Les gens vont avoir des véhicules individuels et développer la circulation de masse prendra de l'ampleur. Il s'agit d'un style de vie auquel Hitler aspire pour le peuple allemand. L'automobile est une passion pour Hitler. So ein fesches Auto.
Also, das Motorgeräusch ist fantastisch. Hitler a toujours été fasciné par l'automobile depuis son plus jeune âge. Et c'est d'ailleurs Hitler qui, fasciné par la personnalité de Ford et du Fordisme, va avoir l'idée, dès la prise du pouvoir, de faire construire une voiture du peuple et de se dire que les Allemands peuvent faire aussi bien que les Américains le font. Et ça sera la naissance de Volkswagen. Et c'est d'ailleurs Hitler lui-même qui dessinera, et les archives de Berlin sont assez nettes sur ce point, qui dessinera les premières esquisses de la Volkswagen. Il veut absolument une voiture du peuple et lance un immense système industriel pour l'obtenir. Mais Hitler fuit Berlin dès qu'il le peut. Il préfère sa résidence du Berghof dans la solitude paisible de la montagne, comme l'explique la propagande. Au Berghof, Hitler est très dépendant de son premier cercle dans lequel les femmes sont très présentes. Il a aussi besoin du soutien psychologique de ce cercle et d'Eva Braun. Avec eux, il peut être un minimum en privé. Il est entouré de personnes qu'il a choisies, en qui il a confiance et qui lui sont loyales. Et le lieu privilégié de ces rencontres, c'est la terrasse du Berghof. On peut dire que la terrasse est en tout point semblable à un théâtre. C'est là que les gens se montrent. Hitler est toujours un peu crispé quand il sort du Berghof. Il salue les femmes d'un baise-main. Comme un Autrichien, il est toujours un peu distant aussi. Même avec Eva Braun, on ne le voit jamais la prendre dans ses bras, et encore moins l'embrasser. Du redest von einem Kleid, das nicht passt. Stell dir meine Probleme vor. Un extrait de film tourné par Eva Braun sur la terrasse révèle aussi un pan de la vie quotidienne dans la maison d'Hitler. Lorsqu'on fait partie de ce cercle privilégié, on peut participer à l'une des activités favorites du Führer. Regarder des films classiques ou en avant-première. Guten Tag, meine Damen. Meine verehrten Damen. Wenn ich recht verstanden habe, haben Sie den Film von gestern nicht gemocht. Ich weiß, was Sie wollen. Sie wollen vom Winde verweht wiedersehen. Il récupérait les derniers films produits en Allemagne, ou des films d'Hollywood, pour les regarder tous ensemble et en discuter. Il regardait même souvent des films qui n'étaient pas encore sortis en Allemagne. Témoin privilégié du mode de vie du dictateur, Sepp Dietrich fait partie de la garde rapprochée d'Hitler. Militaire multidécoré de la Première Guerre mondiale, Dietrich est l'un des tout premiers membres fondateurs du parti nazi. À la création de la SS, il en devient l'un des cadres. Il assure la garde du Führer. À ce titre, il est souvent présent au Berghof, où il partage l'intimité du premier cercle. Und Margret redet nicht. Margarete ist ja stumm. Oh, das ist ja interessant. Ganz bezaubernd. Ja, ganz genau. À l'Obersalzberg, il n'y a que des personnes en qui Hitler ait confiance. On n'entre pas dans le premier cercle si facilement. Il s'agit de gens qui ont déjà fait leurs preuves, des gens qui ont été recommandés par des gens de confiance. Cela vaut bien entendu pour Sepp Dietrich. Ich lese jetzt die Papiere. Insgesamt 10. Ich lese das alles. Das ist streng geheim. Ich kann nicht darüber sprechen. Seltsam. Sie entscheiden nicht selbst? Oder folgen Sie Himmlers Befehl? Nein, absolut nicht. Dietrich, c'est un sous-officier qui a fait une belle carrière pendant la Première Guerre mondiale. C'est un officier des Sorstruppe, c'est-à-dire des troupes de combat, telles que l'était Ernst Junger. Et Dietrich va intégrer les milices d'Adolf Hitler très très tôt. C'est-à-dire au moment où il a fallu trouver des gardes du corps à Hitler au sein même de la SA, on a pris une petite poignée d'hommes et c'est Dietrich qui en va en prendre le commandement. Il est le chef de la garde prétorienne personnelle d'Hitler puisqu'il est le chef de la première division de la SS qui est ce qu'on appelle la Leibstandarte, c'est-à-dire la garde rapprochée, corporelle, comme le dit le terme allemand.
Ich schaute zu ihm hinüber, über den Esstisch. Und dann wusste ich, es war wahr, was sie sagen, dass Schweine ihr eigenes Fleisch essen. Il joue un rôle crucial et on voit bien là qu'il n'y a aucune séparation entre vie privée et vie politique. Le privé et le politique se déroulent toujours en même temps. Sept Dietrich appartient à ce cercle. On le voit également sur des photos, on le voit flirter avec les dames, draguer. C'est un cercle qui a aussi du temps à tuer. Il s'ennuie souvent. Hitler se lève très tard, parfois pas avant 14 heures, et tous les autres sont déjà debout, sur la terrasse, en train de discuter, etc. Sepp Dietrich est de tous les déplacements d'Hitler. Il est aux côtés du Führer pour l'inauguration du premier tronçon autoroutier nazi entre les villes de Francfort et Darmstadt. Pour beaucoup d'Allemands, à l'époque, sa réalisation va de pair avec la baisse du chômage dont est crédité le système nazi. La propagande du régime réécrit l'histoire et fait croire qu'Hitler a eu l'idée géniale de construire des autoroutes à travers le Reich durant son emprisonnement en 1923. Und dort wird gehalten. Da vorne laufen wir. Das macht Mut, Herr Führer. Machen Sie so weiter. Danke. Vielen Dank. Ja, danke schön. C'est en tant que chef de la sécurité qu'il organise cette visite d'Hitler pour l'inauguration d'un tronçon d'autoroute. Et ce thème des autoroutes est très important parce qu'il a été mis en musique de manière très emphatique par la propagande nazie. L'Allemagne est remise au travail, le chômage baisse, on investit dans les infrastructures. D'ailleurs, c'était des infrastructures militaires puisque on voit que la direction principale des autoroutes, c'est est-ouest. C'est pour permettre un basculement rapide des unités militaires de l'Est vers l'Ouest et réciproquement dans le cadre d'une guerre sur deux fronts. Il pense que ce type de modernisation, via des investissements dans les infrastructures, mais aussi l'amélioration de la mobilité, par exemple, bénéficiera au peuple allemand. Et les nazis ont toujours eu cette politique qui consiste à acheter le consentement en améliorant le niveau de vie des gens, en rendant les voitures abordables pour les masses. Les nazis arrivent au pouvoir à un moment où l'Allemagne est certes au fond du trou, mais où elle commence à remonter. Il y a un retournement de conjoncture qui s'opère, à vrai dire, depuis l'été 1932 et dont les nazis vont bénéficier pleinement. Donc quand on dit les nazis, c'est les grands travaux, les autoroutes et la fin du chômage, non, c'est pas eux qui ont fait ça. Les projets préexistaient et le retournement de la conjoncture économique est largement indépendant de leur politique. Au Berghof, la maîtresse de maison, c'est Eva Braun. Sur la scène européenne, c'est désormais Adolf Hitler. Le 11 mars 1938, le parti nazi autrichien, largement soutenu par les nazis allemands, organise un coup d'État. Et dès le lendemain, les troupes de la Wehrmacht entrent en Autriche pour mettre en œuvre l'annexion sans rencontrer la moindre opposition. Les deux principales puissances européennes, la France et le Royaume-Uni, n'émettent que des protestations diplomatiques qui n'ont aucun effet. 2 mois plus tard, le 3 mai 1938, Hitler se déplace en Italie pour remercier Mussolini de l'avoir laissé faire en Autriche. Achtung, posieren Sie für das Bild. Man bewundert Sie sehr im Ausland, mein Führer. Ja, danke. Hitler a d'une certaine façon une dette vis-à-vis de Mussolini, puisque est intervenu donc en mars 1938 l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche, et Mussolini a une fois encore été placé devant le fait accompli, en ce sens que la lettre annonçant à Mussolini la réalisation de l'Anschluss est partie lorsque les opérations militaires avaient déjà commencé. Hitler va toujours, quelque part, être redevable de Mussolini de lui avoir permis d'avoir l'Anschluss, de récupérer l'Autriche, alors que Mussolini avait, dans un premier temps, envoyé ses troupes sur le front du Brenner. La visite se poursuit par de grandes manœuvres navales dans le golfe de Naples.
L'autre enjeu de ce voyage, eh bien, c'est du côté de Mussolini de montrer à Hitler que dans l'Alliance, il n'est pas le parent pauvre et qu'il est capable aussi donc, de donner le change. Nicht in Schweden. Also, ich kann Ihnen nicht helfen. Wir können es aber probieren. La visite de courtoisie d'Hitler se poursuit à Florence. Des discussions diplomatiques se tiennent au Palazzo Vecchio, l'un des plus beaux palais de Florence. Sont présents Mussolini, Hitler, le comte Ciano, le gendre et ministre des Affaires étrangères du Duce, ainsi que son homologue allemand Ribbentrop. So ein Tag wie dieser ist ein wundervoller Augenblick. Les réglages diplomatiques, les questions diplomatiques sont traitées et réglées à des échelons inférieurs. Ce sont Ribbentrop et les services diplomatiques allemands qui s'en occupent. Kann ich mit Ihnen kurz reden? Ja, natürlich. Es wäre eine geheime Unterhaltung in meinem Büro. Haben Sie meine Berichte gelesen? Nein, noch nicht. Ich werde sie lesen. Mais Hitler a un autre agenda en Italie, où il ne s'est déplacé que pour flatter Mussolini. Alles Gute, alles Gute. Herzlichen Dank. Ce dont dispose Mussolini, c'est bien évidemment de ce magnifique patrimoine artistique italien. Donc lui, ce qui l'intéresse à Rome en mai 1938, ce ne sont pas tant les défilés militaires, les manœuvres de marine auxquelles on assiste. Hitler est là véritablement pour embrasser l'histoire. Et Hitler est absolument fasciné par l'histoire de l'Antiquité, notamment de l'Empire romain, puisque à ses yeux, le Troisième Reich prend la suite de l'Empire romain. Hitler déploie une intense activité diplomatique depuis quelques mois. À ses côtés, Göring, le numéro 2 du régime, est également mis à contribution. Il est notamment chargé d'arrondir les angles et de préparer activement les forces aériennes allemandes. Ich hoffe, unsere Soldaten sind ausdauernd und standfest. À chaque fois qu'on veut impressionner et montrer que tout se passe bien, que tout est bonhomme et bon enfant, on envoie Göring, bien sûr. Il est extrêmement populaire et puis il a un accent bavarois. L'accent bavarois, c'est ce qu'on fait de plus proche de l'accent autrichien, donc ils se comprennent très bien. Et donc évidemment, il est en représentation. Ce sont les années entre 1935 et 1939 où Göring est en permanence en représentation. On l'envoie partout. Sie sind sehr schön gelandet. Alles wunderbar. Auf Wiedersehen. Göring est une figure centrale du régime nazi et en demeure une figure majeure tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Bien que son importance diminue une fois qu'il devient clair que son projet de bâtir les forces aériennes allemandes n'a pas autant de succès qu'il l'avait promis. Mais à ce moment-là, à la fin des années 30, Göring est toujours l'un des hommes les plus puissants de l'Allemagne nazie. Il est en charge du redéveloppement économique de l'Allemagne. Il est également en partie lié à la question du réarmement. La réussite de l'Anschluss motive Hitler pour aller plus loin. Il est déterminé à agrandir l'espace habitable du peuple allemand. Comme avec l'Autriche, il souhaite réunifier tous les Allemands dans le Reich. Son nouvel objectif, la Tchécoslovaquie et son cheval de Troie, la minorité allemande des Sudètes. Invoquant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Hitler annonce qu'il annexera cette région le 1er octobre 1938. C'est une déclaration de guerre avec la France et le Royaume-Uni, alliés de la Tchécoslovaquie. La France mobilise ses troupes, mais sur proposition de Mussolini, Hitler décide d'organiser une conférence de la dernière chance à Munich, le 29 septembre 1938. La conférence de Munich, ce n'est pas du tout du théâtre diplomatique. Les puissances occidentales, la France, la Grande-Bretagne, sont convaincus que l'Europe est sur le point de basculer dans la guerre. Et il se passe deux choses en même temps. Au moment où Hitler se dirige vers la guerre, la Grande-Bretagne a un nouveau Premier ministre, Neville Chamberlain, dont la famille politique milite pour la paix. Good luck, Neville.
Pour débloquer la situation, Chamberlain s'est senti pousser des ailes, en quelque sorte. Il a pensé qu'il était l'homme de la situation et que s'il allait lui-même à Munich, il pourrait persuader Hitler de surseoir avec toutes les concessions nécessaires pour sauver la paix. Munich est associé dans la mémoire collective à un désastre moral puisque les démocraties, la France, la Grande-Bretagne, ne soutiennent pas la Tchécoslovaquie, leur allié démocratique au centre de l'Europe. Et cette conférence de Munich est associée dans le souvenir commun à Édouard Daladier. Comme son ministre des Affaires étrangères, Georges Bonnet, Daladier serait l'incarnation de l'esprit munichois, l'esprit de défaite, le renoncement et l'humiliation des démocraties face aux dictatures. It's a real pleasure for me, Mr. Chamberlain. Daladier, qui est président du Conseil français, c'est-à-dire chef du gouvernement, veut la guerre. Il a compris ce que c'était que le nazisme. Il a compris le danger que représentait Hitler. C'est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, c'est un agrégé d'histoire, et c'est quelqu'un d'extraordinairement lucide. Sauf que Daladier, pour y aller, a besoin du soutien de tout son gouvernement, de son état-major et de ses alliés. Il n'a aucun des trois. Dans son gouvernement, vous avez le ministre des Affaires étrangères, qui est Georges Bonnet, qui est à titre personnel un admirateur du nazisme, un anticommuniste féroce, et par ailleurs un antisémite avéré. Donc, Chamberlain a en quelque sorte cette idée en tête qu'il peut persuader Hitler d'atteindre son objectif par des moyens pacifiques et par la négociation. Georges Bonnet, le ministre français des Affaires étrangères, pense que c'est possible aussi. That's for you, Mr. Chamberlain. Thank you, I appreciate. La véritable histoire, c'est que Mussolini, réalisant qu'il ne veut pas faire la guerre en 1938, persuade Hitler qu'il peut obtenir ce qu'il veut par des moyens pacifiques. C'est donc Mussolini qui arrange les accords de Munich et qui joue un rôle clé. Effectivement, on a mis Mussolini dans le circuit, on a beaucoup fait des concessions de part et d'autre. Hitler n'en a fait qu'une, qui était de consentir à ce qu'on lui remette la chose au lieu qu'il aille la conquérir lui-même. Mais tous les autres ont capitulé tout simplement par peur. C'est la peur qui l'a fait agir, aussi bien les Anglais que les Français. Quant à Mussolini, c'était son heure de gloire, puisque c'est lui qui a servi d'intermédiaire pour tout le monde. Les discussions ont lieu au siège du parti nazi de Munich. Sont présents le Premier ministre britannique Neville Chamberlain, le chef du gouvernement français Édouard Daladier, Adolf Hitler et Benito Mussolini en chef négociateur. Édouard Beneš, le président tchèque, n'est pas invité. Ces accords sont un triomphe pour l'Allemagne nazie. Sans tirer un seul coup de feu, l'Allemagne hérite d'une grande portion du territoire tchécoslovaque. C'est très concrètement la fin de la Tchécoslovaquie, seule démocratie viable de toute l'Europe de l'Est. La paix pour notre époque, en fait, c'est le contraire. Munich, c'est la guerre pour notre époque. C'est à cause de Munich que la guerre a pu être déclenchée. Munich a été une catastrophe absolue. Au contraire d'avoir sauvé la paix, Chamberlain a introduit la guerre, pratiquement. Et donc, la Tchécoslovaquie est finie à ce moment-là. Et les visages de soldats absolument désemparés que l'on voit le montrent bien. L'autre élément de ces archives très intéressantes, c'est qu'il n'y a pas de combat. Il y a une concertation, une collaboration entre les troupes allemandes, les gardes frontières tchécoslovaques et l'armée tchécoslovaque, puisque on ne fait qu'appliquer, hélas, une décision internationale et un accord international. Bereiten Sie die Pavillons für morgen vor. Jawohl, wird gemacht. Haben Sie außenrum alles vermint? Ja, natürlich. Alles ist vermint. Die Zwangsarbeiter kommen morgen im Lager an. Wir müssen auf jeden Fall weitermachen mit den Vorbereitungen. Gut gemacht. Üben Sie am Samstag und Sonntag, geht das? Ich werde nächsten Samstag an der Nordsee sein. Vielen Dank. Schön, danke. Après les nouvelles terres à l'Est, Hitler entend aussi être prêt sur les mers.
Avec son état-major et ses ministres, il se rend dans l'archipel Helgoland, en mer Baltique, pour de grandes manœuvres navales. Il veut pouvoir se mesurer à la toute-puissance maritime britannique et française. Da vorne sehe ich Helgoland. Ja, gleich sind wir dort. Wir trainieren, um die U-Boote fahrtechnisch zu beherrschen. Wir achten darauf, während der Manöver keine Unfälle mit den U-Booten zu verursachen. Nicht jetzt, ich will etwas schlafen. Hitler vérifie l'état de la marine de guerre. C'est la plus petite branche de la Wehrmacht et certainement la moins importante. En même temps, on sait bien que pour faire le poids face à l'Angleterre, une marine puissante est indispensable. L'ambition maritime de l'Allemagne ici, et c'est là qu'on passe à l'aspect géopolitique et militaire, l'ambition maritime de l'Allemagne est ici réaffirmée. La construction d'une flotte puissante qui soit capable de rivaliser avec les Britanniques, avec les Français également. Et cette ambition maritime vise à montrer également que la mer du Nord, puisque ce sont des manœuvres en mer du Nord ici, est une mer allemande. Et la mer du Nord, ça va de la Hollande jusqu'à la Baltique. Comme pour l'armée de terre, Hitler a adopté de nouvelles stratégies militaires. Pour sa guerre à venir, il veut plus d'audace et d'agressivité. Wir deponieren sie und danach wird darauf geschossen. Raeder est un homme qui était déjà à la tête de la marine pendant la République de Weimar, et Hitler l'y a laissé. Mais Raeder ne comprend pas la nouvelle stratégie de guerre d'Hitler. C'est un militaire très classique. Il privilégie le déploiement de grands vaisseaux. Réunir l'état-major et promouvoir les nouveaux outils de guerre. In der Schifffahrt gibt es viel zu verbessern. Wir müssen den Fokus noch stärker auf die U-Boote lenken. Wir haben auch die Unterstützung von Mussolini. Wir müssen auch unsere schwere Artillerie und die Effizienz unserer Bomben verbessern. Und wir müssen auch unsere Truppenstärke erhöhen. Le contexte de cette conversation est qu'il y a débat au sein de la direction nazie concernant la marine, qui pourrait jouer un rôle majeur dans les conflits à venir. Et Hitler est bien sûr convaincu qu'un conflit est à venir. Il est douloureusement conscient de la supériorité militaire maritime britannique. L'autre élément, et on entend qu'ils en parlent ici, ce sont les sous-marins, puisque l'ambition maritime, elle est en surface et elle est sous l'eau également. Et on sait très bien, depuis la Première Guerre mondiale, que l'arme par excellence de la marine allemande, c'est moins le croiseur ou le destroyer de surface, même s'ils en ont des très impressionnants, que l'arme sous-marine. Ich denke, für mich ist das klar. Eine große militärische Truppenstärke erfordert eben große Mittel. Ein herrliches Wetter, so wie heute, heitert mich immer auf. Il s'agit de faire évoluer le rapport de force avec l'Angleterre, mais aussi d'améliorer notre déploiement tactique. Voilà pourquoi il y a entraînement continu. La flotte sous-marine continue à être développée. Lorsqu'il n'est pas sur le terrain à préparer la guerre à venir, Hitler dirige l'Allemagne nazie depuis le Berghof. C'est le centre du pouvoir de l'Allemagne. Et depuis 1936, le village de Berchtesgaden est la deuxième capitale du Reich. Le régime nazi y installe même une chancellerie. Le poste de commandement de l'état-major d'Hitler est relié par radio, téléscripteur, téléphone et par messager à tout le Reich. Hitler est tenu informé sur tout. À partir de 1938, Joachim von Ribbentrop s'y rend très fréquemment. L'activité diplomatique y devient incessante. Interessanter Blickwinkel. Ah, da kommt mein Tee. Ich werde das nehmen. Quand on voit Ribbentrop sur la terrasse du Berghof, c'est qu'il y a eu une invitation officielle et un rendez-vous avec Hitler. Pour lui, il ne s'agit jamais d'un divertissement ou d'un rendez-vous privé.
Ribbentrop est certes important, cela ne fait aucun doute. Hitler a déclenché de nombreux imbroglios à l'international et Ribbentrop est celui qui doit gérer la politique étrangère sous ses ordres. Und für die Kamera lächeln. I'm a Filmstar. Ribbentrop compte beaucoup pour Hitler, surtout avant le début de la guerre, bien sûr. Il lui fait confiance. Mais Ribbentrop ne fait pas partie du premier cercle d'Hitler, même s'il rêve d'en faire partie. Ils ont certainement une relation de bons camarades, mais ils ne sont pas amis. La présence de Ribbentrop à l'Ober-Salzberg n'est jamais anodine. Le 15 mars 1939, en violation explicite des accords de Munich, les Allemands envahissent le reste de la Tchécoslovaquie. Dans la foulée, Hitler crée le protectorat de Bohême-Moravie. Désormais, il y a les Sudètes annexés au Reich, la Bohême-Moravie occupée et la Slovaquie qui, en faisant sécession, devient un État allié satellite du Troisième Reich. Les armées allemandes sont immédiatement suivies par la Gestapo, les services de sécurité du Reich. Himmler, le chef de la répression, devient omniprésent. Wir greifen mit voller Kraft an. Ja. Sie haben eine hohe Aufgabe. Les nazis ont accordé une attention toute particulière à la sécurisation, comme ils l'appellent, de la Bohême-Moravie, qui est effectuée par la police allemande et la SS. Les Einsatzgruppen n'ont pas été créés pour l'URSS, ils ont été créés d'abord et avant tout pour l'Autriche dans un premier temps et pour la Tchécoslovaquie dans un second temps. Himmler joue un rôle très central dès la fin des années 30. En 1936, il devient chef de la police allemande, qui était auparavant organisée au niveau de l'État au sein du système fédéral. En peu de temps, il réussit à fusionner la police allemande et par la suite, également en 1939, met en place le Bureau central de haute sécurité, qui réunit les divers instruments de répression du Reich, comme les Gestapo, la SS, etc. Et les Einsatzgruppen de la police et de la SS sont dirigés par Himmler pour véritablement détruire toute opposition et toute résistance potentielle, incarcérer ou tuer les ennemis de l'Allemagne et faire en sorte que ce soit une région pacifique qui travaille pour le Reich. C'est pour cela que dans les images que nous avons vues, eh bien, c'est Heinrich Himmler, le chef de la SS, qui accueille Hitler sur place. Le pacte signé entre l'Union soviétique et Hitler le 23 août 1939 est un partage secret de la Pologne. Pour ce pays, même s'il est protégé par une alliance franco-britannique, c'est un drame. La Pologne se retrouve prise en étau entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Le diplomate nazi von Ribbentrop est à la manœuvre pour Hitler. Es läuft gut in Moskau, ja. Sehr gut. Die Verhandlungen kommen gut voran. Le véritable coup diplomatique, coup de génie, c'est le pacte germano-soviétique du 23 août 1939, qui était absolument improbable, parce que les nazis affichent un anticommunisme à toute épreuve depuis le début, depuis 1919. C'est leur raison d'être, c'est la lutte contre le judéo-communisme. Sauf que là, la réelle politique, évidemment, et la logique géopolitique a pris le pas, et que pour se défaire de ce cauchemar stratégique traditionnel de l'Allemagne, qui est d'être pris en étau sur deux fronts, donc pour éviter la guerre avec la Russie, eh bien, il faut bien traiter avec elle. L'une des clauses les plus importantes de l'annexe secrète de cet accord est la division de la Pologne en une partie orientale, dominée par les soviétiques, et une partie occidentale, placée sous contrôle allemand. Ça a été une compétition à qui aurait Moscou de son côté. Les Anglais et les Français ont procédé avec une très grande lenteur. Les Allemands ont voulu faire un coup
Donc ils ont envoyé Ribbentrop par avion, alors que les autres y étaient allés par bateau, donc ça a pris beaucoup de temps. Hitler a fait toutes les concessions nécessaires, hein, non seulement pour le partage de la Pologne, mais aussi pour donner les États baltes aux soviétiques. Et par conséquent, l'idée c'était de paralyser à la fois les Anglais et les Français pour qu'ils n'aient pas l'idée d'intervenir lorsqu'on ira en Pologne. Quelques jours avant l'invasion de la Pologne, le 1er septembre 1939, l'état-major planifie les détails de l'attaque dans le train blindé d'Hitler. L'ambiance est fébrile. Les nazis veulent anéantir ce pays. In dieser Gegend sollte man alles dem Erdboden gleich machen. Ja. Hier wollen wir mit Geschossen bombardieren und da auch, weiter hinten. Ja, gute Idee. Ja. Unsere Panzer stehen hier und sind bereit zum Einsatz. Wir könnten übrigens sehr schnell zum Angriff übergehen. Die Panzer kommen da problemlos durch. Hier setzen wir Panzer vorne ein. Pour les nazis, il s'agit d'un projet de reconfiguration géoethnique, raciale de l'Europe et d'un projet colonial. Et avant tout, il s'agit d'une mise en œuvre de la stratégie du Schwerpunkt, c'est-à-dire du centre de gravité, du barycentre. Il s'agit de percer les lignes ennemies en faisant peser sur un même point, Punkt, Schwerpunkt, la plus grande capacité militaire, à la fois par l'aviation, par les blindés et par l'infanterie. Il existe une sorte de consensus relativement large sur le type de guerre qui est sur le point de se produire. Ce sera une guerre raciale et déjà, en 1939, il y a une sorte de confiance presque excessive que la guerre sera très vite gagnée. Cela s'avère être une guerre plus longue que ce que les chefs militaires allemands prévoient, car ils supposent que l'armée polonaise, qui utilise encore en partie la cavalerie par exemple, face à de nouveaux chars, ne tiendra pas très longtemps. Au lieu de cela, cela devient une bataille beaucoup plus longue, avec beaucoup plus de victimes que les Allemands ne l'ont prévu. Pour lancer son offensive du 1er septembre contre la Pologne, le Troisième Reich utilise un prétexte fallacieux. Un faux incident à la frontière entre les deux pays. De leur côté, les Soviétiques démarrent les hostilités à partir du 17 septembre. La Pologne cesse d'exister à la fin septembre 1939. Hitler vient féliciter ses hommes et ses officiers pour cette victoire éclair. Gern, ich kämpfe gern. Heil Hitler! Bitte erstatten Sie uns einen Lagebericht. Pour Hitler, ça lui donne les mains libres. Et pour Staline, c'est aussi le comble de la ruse, puisque ça détourne les Allemands de venir s'attaquer à l'Union soviétique. Et donc son idée, c'est qu'il y aura une guerre avec pratiquement toute l'Europe. Et une fois que les Anglais, les Français et les Allemands seront épuisés, eh bien lui, il pourra faire tout ce qu'il voudra en Europe. Évidemment, c'est le calcul. Le problème, c'est qu'il s'est laissé un petit peu trop persuader et il a fait confiance à Hitler. C'est extraordinaire de la part de Staline qui ne faisait confiance à personne. C'est Staline qui a dit « Je n'ai confiance en personne, pas même en moi ». Et le comble de la paranoïa. Et curieusement, il a fait confiance à Hitler. C'est quand même assez curieux. Vielen Dank und vielen Dank für Ihren Einsatz. Ja. Dieses Mal machen wir es anders. Mit mehr Umgehungstruppen werden wir dem ein Ende geben. En 7 ans de pouvoir absolu, le Troisième Reich est devenu une puissance inquiétante sur le plan international. À l'intérieur du Reich, les nazis transforment le pays en profondeur
et remporte l'adhésion de la grande majorité des Allemands. Fort de ce soutien, Hitler a su imposer sa poigne à des démocraties occidentales effrayées. La France et la Grande-Bretagne sont tombées dans le piège que leur a tendu Hitler à Munich. Les révélations sur l'existence du pacte germano-soviétique et l'invasion de la Pologne finissent par les convaincre du danger nazi. À présent, la guerre est mondiale.